Oui, bonjour Ismaïl. Donc c'est Sarah de Libre Expression. Donc on te remercie déjà de nous accorder cette interview malgré les petits contretemps. On a réussi voilà, à se retrouver. Donc simplement pour rappeler un petit peu d'où tu viens, donc tu es né en 95 à Audincourt d'un couple franco-algérien. Donc Ismaël Boudjé Kada, donc tu es président fondateur du mouvement pour l'éveil national depuis juillet 2011, il me semble. Hein. Et tu es devenu à 16 ans quand même donc le plus jeune représentant politique d'Europe. Donc c'est quand même pas rien. On te doit déjà, on peut reconnaître déjà ta plume sur plusieurs ouvrages. Donc Lève-toi français aux éditions Jet d'encre. Lettres à Marine, entre cœur et devoir de conscience, aux éditions Edilivre en 2012. Et donc L'audace d'y croire, également aux éditions Edilivre, qui est paru en 2012. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce qui t'a incité à t'engager dans la politique? D'accord, donc déjà merci à vous pour cette interview. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme beaucoup de gens, j'ai remarqué la déconnexion flagrante des élites politiques, on va dire, avec le simple citoyen. Donc à croire qu'on aurait de légitimité dans ce monde que si on sortait de l'ENA, de Sciences Po ou de je ne sais quelle grande école. Et finalement, on a dit pourquoi pas essayer de monter une troisième alternative en proposant une politique responsable, une politique à la fois simple et plus transparente. Donc c'est vrai qu'on a réussi à s'étendre quand même assez rapidement. Et donc c'est ce qui m'a motivé aussi à essayer de continuer. Et donc aujourd'hui, voilà, ça marche de mieux en mieux et on couvrira notamment donc, pour l'information toute la France métropolitaine aux élections européennes. Donc pour vous dire à quel point on commence à être suivi. Très bien. Du coup, c'est vrai que par rapport à ça, on peut que rebondir. Hein. Tu te dis sans étiquette et n'appartenant à aucun parti politique. Est-ce que c'est pas un petit peu contradictoire de se proclamer apolitique alors que tu engages la création d'un nouveau parti et qui, comme tu le dis, prend en plus vraiment de l'ampleur En fait, c'est pas si contradictoire que ça dans le sens où on dit qu'on s'éloigne totalement de la politique politicienne. Donc c'est vrai que quand on m'écoute, on peut se dire mais finalement il n'y a pas beaucoup de différence sur la forme avec ce qu'on peut entendre à la télé d'un Copé ou d'un Hollande sans pour autant me comparer à eux. Mais on essaie de se faire s'impliquer de simples citoyens en politique et partant de ce principe, comme on se détache vraiment des grandes mouvances traditionnelles. Donc c'est de ce point de vue-là qu'on se détache totalement de la politique politicienne et qu'on prône une autre voie, on va dire. Tout à fait. D'ailleurs, dans la lecture de ton programme, c'est vrai que ça m'a particulièrement interpellée de voir comment tu arrives à mixer une politique sarkozyste et une politique très socialiste aussi. Je trouve que tu représentes aussi peut-être cette génération qui est ni de gauche ni de droite, mais un petit peu de partout aussi, enfin un petit peu de partout et finalement peut-être aussi complète. Je pense sur le programme, je pense qu'on y reviendra plus tard, notamment quand vous parlez notamment de Nicolas Sarkozy. Je pense que vous faites référence donc, à l'immigration. Il y a certaines mesures qui venant de Nicolas Sarkozy, étaient très bonnes. Également, hein, que tu fais partie de cette génération qui a bien compris l'enjeu des réseaux sociaux. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à quel point les réseaux sociaux ont pu être importants pour la connaissance du grand public et de ton parti politique? D'accord, donc effectivement le mouvement est né donc, sur les réseaux sociaux de groupes de jeunes citoyens qui parlaient à la base politique, qui contactaient les plus grands noms dans les secteurs économiques notamment. Et donc c'est vrai qu'Internet nous a permis de rentrer très facilement en contact avec les plus hauts responsables, avec des prix Nobel, donc avec des gens qui peuvent nous aider à gagner en crédibilité, on va dire. Et surtout, les réseaux sociaux nous permettent de fédérer. Car il faut savoir qu'en tant que petit parti, on n'a pas de grands moyens et que pour les campagnes électorales, pour les campagnes d'adhésion, bien évidemment, il nous fallait un moyen simple et pas cher, si ce n'est gratuit. Et bien évidemment, on s'en est retourné sur Twitter, sur Facebook,
Facebook, sur Ask, pour ne citer que ces réseaux sociaux. Donc c'est vrai que on est très présent sur les réseaux sociaux et que c'est un très gros avantage pour notre génération. Effectivement. Vous semblez autodidacte, puis également, vu votre jeune âge, on peut que en finir cette conclusion concernant la fondation de votre parti, de votre groupe. Et je peux rebondir en vous demandant, voilà, vous avez quand même des déplacements, il me semble, pas mal de charges. Comment vous réussissez à financer vos actions En fait, depuis mes 15 ans, je suis donc à titre personnel en CDI dans la restauration. Donc je mets l'argent de côté. J'ai aussi la chance d'avoir des parents qui peuvent m'aider aussi, si, par exemple pour avancer un salaire, voilà, des petits imprévus et autres. Et je vais toujours travailler, voilà, pour essayer d'être totalement indépendant. Parce que j'estime que quand on s'engage, c'est une chose, c'est bien beau. Mais à côté de ça, il faut aussi savoir comment assumer, on va dire, toutes les parts de cet engagement. Parce que souvent, on a tendance à croire que l'engagement, voilà, c'est vrai, il y a le côté média, etc. Il y a le côté, parce que les gens appellent les projecteurs. Mais il faut savoir que c'est très très lourd parfois à porter, tant sur le plan économique, c'est vrai, parce qu'il faut savoir que la législation française est faite de telle sorte à ce que seuls les grands partis politiques puissent bénéficier de l'aide publique. Et aussi, sur le plan, on va dire, psychologique, quand vous avez des critiques très virulentes, basées sur pas grand-chose, des propos racistes qui peuvent aussi émerger, c'est vrai que ça peut être assez compliqué, et que si vraiment cet engagement n'est pas motivé par une grande passion, on va dire qu'on lâcherait très très rapidement. Oui. Donc voilà, je finance tous mes déplacements pour revenir donc, sur la question d'origine, par mon emploi dans la restauration et par mes boulots étudiants où j'enchaîne notamment les emplois saisonniers, etc. Par rapport à ça, connaissant bien le milieu des élus locaux et territoriaux, il me semble que quand on s'engage en politique et surtout quand on est jeune, on a plein d'idées, on a plein de force et d'espoir et voilà, on a envie de faire changer les choses. Seulement, dès qu'on arrive à avoir un mandat avec le confort qui va avec, hein, une fois qu'on est rentré dans ce monde quand même qui est très particulier, comment on fait pour garder ses convictions? C'est, je pense, une réelle question quand même aujourd'hui à se poser. C'est une question d'autant plus légitime que beaucoup de Français se la posent. Elles se disent, oui, ben voilà, aujourd'hui t'es de bonne foi, mais demain tu seras comme ça, on l'a entendu, mais vraiment beaucoup de fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ça je vous le dis, il n'y a aucun problème, et je l'assume totalement, c'est qu'on a eu, par exemple si on prend les élections municipales de 2014, on a eu d'énormes propositions pour avoir aussi on va dire notre petit confort au niveau des conseils municipaux, au niveau des salaires qui s'en suivent, etc. Donc on a toujours refusé. Vous savez, quand des personnes s'engagent comme moi, au mouvement ou ailleurs d'ailleurs, c'est-à-dire en dehors des mouvances traditionnelles, on choisit la voie la moins simple pour accéder aux responsabilités. C'est-à-dire que c'est à nous vraiment de se démerder, pour parler franchement, pour arriver à quelque chose et pour arriver à obtenir la confiance du contribuable. Parce que malheureusement aujourd'hui, et c'est un paradoxe malheureux dans la société française, et ça ne concerne pas bien évidemment que la société française, mais aujourd'hui on vote par sanction, on vote par étiquette. C'est-à-dire que si demain vous êtes déçu de François Hollande, vous irez voter le candidat UMP et vice-versa. Donc il y a un bipartisme certain en France. Donc voilà, tout ça c'est dommage. Et clairement, les gens me suivant, en regardant les propositions qu'on a pu avoir, le genre de personnes qui nous ont approchés également, pourraient deviner très facilement qu'on est vraiment force de conviction, qu'on est intègre surtout, parce que c'est très important, il y en a de moins en moins en politique, et qu'on essaye vraiment de proposer quelque chose d'autre, une autre alternative aux citoyens français, on va dire. Donc voilà. Très bien. Passons à un autre sujet, mais je pense qui est quand même important aujourd'hui. Que vous inspire la montée de la peur de l'islam en France aujourd'hui? D'accord, bon, si vous savez, pour tout vous dire, je pense que c'est une peur qui n'est pas fondée sur grand-chose, si ce n'est sur l'instrumentalisation de la sphère politico-médiatique de l'actualité. C'est-à-dire que vous avez d'un côté les médias qui amplifient les affaires Mera, les affaires de Londres, de Boston, et vous avez de l'autre côté les partis comme celui de Marine Le Pen, pour ne pas le citer,
qui viendront jouer sur cette actualité pour dénoncer l'immigré, l'étranger, etc. Donc ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que l'islam, comme toute religion, voit malheureusement dans ses rangs, et d'ailleurs est-ce qu'on peut seulement parler dans ses rangs, parce qu'à mon sens ils ne font pas partie de la religion, des fanatiques, des extrémistes. On peut prendre Madame Boutin au niveau de la religion chrétienne, on peut prendre des gens, voilà, encore comme d'autres qui ne respectent vraiment pas les principes même de la religion. Et vous savez, l'islam en France est très pratiqué. Donc on a d'ailleurs le pape qui a reconnu il n'y a pas très longtemps que c'était la première religion au niveau de la pratique et en nombre également, donc c'est historique. La plupart des musulmans sont vraiment des personnes qui respectent, on va dire, de grands principes de par leur spirituel, on va dire le côté spirituel, etc. Et donc c'est une religion, voilà, comme toutes les autres, hein, comme je disais, basée sur la paix, sur ce genre de choses, sur le respect d'autrui. Et je vais prendre, pour avoir étudié le sujet, je vais vous prendre quelques exemples. Dans le Saint-Coran, il est écrit que, par exemple, que Dieu préférerait voir la Qibla, donc la pierre sainte dans l'islam, détruite en 1000 morceaux que de voir une seule goutte de sang couler, donc de sang d'un homme. Et autre chose, quiconque tue en fait un seul homme est considéré comme ayant tué l'ensemble de l'humanité. Donc c'est dire à quel point cette religion est loin de ce qu'on a pu voir à la télé, de ce qu'on peut entendre avec Ben Laden, Al-Qaïda et toutes ces sectes. Donc voilà, pour moi cette peur en France de l'islam n'est pas basée sur grand chose, dans le sens où les musulmans qui pratiquent correctement leur religion sont des gens très respectueux. En parlant de ça, voilà, je peux que rebondir aussi. On ne peut pas uniquement passer ce message-là. Il semble quand même que pour l'intégration des immigrés et cette peur de l'islam, c'est quand même un étroit mélange. Est-ce que vous pensez que certains Français peuvent avoir la peur de l'immigré parce qu'il n'y a pas une identité française, une identité nationale, une fierté du drapeau, comme on peut le voir dans d'autres pays, hein, que ce soit par exemple la Turquie, même l'Algérie, c'est quand même... à l'élection du président François Hollande, on a vu quand même des drapeaux étrangers sur la place de la Bastille. C'était quand même un symbole, je pense, qui peut parfois vexer certains Français. Qu'en pensez-vous ? En fait, je peux comprendre que certains Français soient vexés de cela, mais l'identité, on va dire, nationale, c'est aussi, parce qu'il faut savoir qu'elle est en constante évolution. Moi, je pense que clairement le multiculturalisme est une chance, et le fait de voir des drapeaux comme ceux-là sur la place de la Bastille, donc le jour de la victoire de François Hollande, ça, au lieu de voir ça comme facteur de division, moi j'estime qu'on peut aussi regarder ça comme facteur d'union parce que si vous voulez, François Hollande a basé sa campagne sur le rassemblement. Comment a fustigé Nicolas Sarkozy lorsqu'il commençait à rentrer sur le terrain de la stigmatisation de l'étranger, notamment pour essayer de racoler certaines voix au Front National. Donc je pense que vraiment, plutôt que de le voir comme un désamour, on va dire, du drapeau tricolore, il faut voir ça vraiment comme un symbole de l'union nationale, un symbole de cohésion sociale, etc. Voilà, pour moi personnellement, bon, ça ne m'a pas plus dérangé que cela. C'est vrai que qu'il n'y avait pas beaucoup de drapeaux français, mais en soi, pour moi, être français, c'est pas justement sortir le jour de la victoire de François Hollande avec son drapeau tricolore et dire qu'on est fier. Être français, ça repose surtout sur des valeurs, sur des principes. Et partant de ce point de vue-là, je pense effectivement qu'il y a, c'est vrai, un certain travail au niveau de l'intégration des populations d'origine étrangère, mais ça vient d'où? Il faut regarder aussi la racine même du problème. Ça vient surtout de tout ce qui est misère, de tout ce qui est précarité dans les zones, enfin dans les quartiers populaires. Et partant de ce principe, quand vous voyez vos familles vivre dans la précarité, c'est vrai que vous en voulez un petit peu à tout le monde, vous en voulez aussi à la société, vous pensez voilà, que c'est la faute des responsables politiques. Donc vous savez, quand on parle des responsables politiques, aujourd'hui on parle de la France. Donc c'est vrai qu'on a tendance à pointer la France du doigt, la France qui n'est pas capable de nous trouver un travail alors que c'est notre pays, parce que non déplaise. Ces personnes qui ont sorti les drapeaux algériens, marocains et j'en passe, sont français depuis 1, 2, voire 3 générations.
Mm. C'est pourquoi voilà, je pense qu'il faut vraiment relativiser tout ça et pas pour autant fonder sa peur ou sa haine de l'étranger par rapport à des faits divers comme cela. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il semble hein, que vous représentez bien ce visage qui, qui, qui est important en France, le visage du mélange, du métissage, de ce melting pot de la population. Et voilà, c'est quelque chose qu'on voit très peu. Vos propositions sur votre programme concernant l'immigration présentent d'ailleurs certaines similitudes avec le En fait, précédent président de la République. Notamment, vous parlez d'assimilation. C'est vrai que le terme m'a pas mal interpellée. Est-ce que vous ne croyez pas à l'acculturation, c'est-à-dire voilà, qu'on puisse avoir deux cultures et que ce soit totalement compatible? ah, totalement. Mais après, il y a bien évidemment un tronc commun à respecter. Vous savez, en France, ça commence par les trois principes fondateurs, donc, que sont liberté, égalité, fraternité, que toutes les cultures peuvent rentrer, en tous les cas, une grande majorité des cultures peuvent rentrer dans, dans ces trois principes. Donc clairement, oui, je pense pas que ce soit incompatible, loin de là. Il y a la culture aussi, enfin comme je vous disais, hein, je suis très fier moi du multiculturalisme français, et en disant cela, je dis clairement aussi que d'autres cultures ne sont pas compatibles avec, on va dire, la culture de base française, dans le sens où, comme j'ai dit, l'identité nationale évolue au fil du temps. D'ailleurs, par rapport à ça, on a quand même une force aujourd'hui de la jeunesse qui est quand même dans les quartiers, cette jeunesse qui est quand même voilà, complètement désillusionnée, qui voilà, a eu même une haine envers la patrie française. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est violent, on l'a vu pendant les émeutes, mais on n'a fait que endormir le problème. Qu'en pensez-vous? Quelle est la solution pour vous pour harmoniser un peu tout ça et puis vraiment enterrer voilà, cette haine et cette guerre Vous savez, je pense pas que ce soit une haine de la France, parce que pour avoir fait deux tours de France, vous savez, quand je passe par les cités tant de Marseille que de Paris, d'Aulnay, etc., en parlant avec tous ces jeunes, c'est vrai qu'ils qui témoignent d'une certaine désillusion. C'est loin d'être une haine du pays, c'est surtout en fait, une fois encore, et je sais pas d'ailleurs comment le justifier, un besoin de se faire remarquer, de se faire entendre. Parce que c'est vrai que c'est des minorités qui ont tendance à rester silencieuses, et ben finalement, pour être écoutées, il y en a qui dérivent de la sorte. C'est totalement inacceptable, et ça, je ne le cautionne pas. Mais je pense que toute solution, en fait, passe par l'intégration, par le lien social. Donc, si vous voulez comment c'est possible justement par le travail. Aujourd'hui, par exemple, demain, vous ne verrez pas un jeune aller dealer si celui-ci en fait peut faire un salaire décent, vit correctement. Donc il y en aura toujours bien évidemment deux, trois, mais je veux dire le phénomène, mais serait tout passe par l'éducation et par l'emploi. Aujourd'hui, François Hollande a fait un premier pas comment, dans cette voie-ci, dans le sens où il a mis en place ces fameux emplois d'avenir pour les jeunes qui ont décroché du système scolaire, qui n'ont pas forcément de formation ou comment, ouais. voilà, de formation, d'aptitude à faire tel ou tel emploi qualifié. Mm. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose vraiment qui est très prometteur sur le long terme. Mais après, voilà, vous prenez le système éducatif, quand vous entendez que 150 000 jeunes sortent du système éducatif sans aucun diplôme ni rien, eh bien, là aussi, ça pose un certain problème, parce que si vous voulez, ça montre que finalement, le caractère socialisateur de l'éducation nationale devient de moins en moins important, et ça encore, comme je le disais, c'est très inquiétant. Et donc voilà, moi je pense qu'il faut passer ça par une réforme profonde du système, à la fois éducatif, du modèle social, donc je pense qu'on y reviendra, qui, je l'ai dit, est à bout de souffle, et par l'emploi. D'ailleurs, par rapport à l'emploi, parce que je pense que également les politiques quand même de gauche, de droite sont quand même à côté de la plaque et l'urgence aujourd'hui, c'est vraiment l'emploi. Contrat d'avenir, contrat aidé, contrat unique d'insertion, service civique, pour moi c'est une couche supplémentaire, si je peux me permettre, sur tout ce qui existe déjà. Quelle est enfin, voilà, la vraie solution pour qu'en France on redynamise l'emploi et les entreprises et la valeur travail aussi, je pense, qui quand même peut-être s'est perdue à un moment. Vous savez, il y a plusieurs choses hein, concernant l'emploi qu'on a proposé donc, au mouvement pour l'éveil national.
à commencer par l'attribution contractuelle d'aides et subventions aux entreprises. Dans le sens où je vais vous dire quelque chose, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui nous avons par exemple le crédit impôt recherche. Donc le crédit impôt recherche qui représente plusieurs milliards d'euros sur un quinquennat. D'ailleurs qui a été triplé, donc la valeur a été triplée par le gouvernement de François Fillon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'encore une fois, avec le budget 2013 sous le gouvernement socialiste, l'accès au crédit impôt recherche a été durci aux TPE-PME, qui, je le rappelle, sont les premiers employeurs de France. Donc là, il ne faut pas vraiment une proposition, mais il y a vraiment plusieurs priorités donc au mouvement pour l'éveil national, à commencer par l'attribution contractuelle d'aides et subventions donc, aux différentes entreprises. Pourquoi? Tout simplement parce que vous constatez d'une part que lorsque l'on donne le crédit impôt recherche, donc, qui représente quand même plusieurs milliards d'euros, donc aux multinationales, comment les investissements en fait sont faits dans des centres de recherche européens. Et pire encore, il faut savoir qu'une grande partie de ces sommes sont justement reversées en indemnité de licenciement chez nos entreprises nationales. Donc c'est quand même alarmant, c'est-à-dire que le contribuable paye avec ses impôts notamment le crédit impôt recherche pour qu'au final on lui paye, on va dire on lui donne son petit chèque pour qu'on... Qui a pas mal marqué l'actualité cette année, hein, ce sera le mariage pour tous, je pense. Quelle est votre position sur ça? Est-ce que vous suivez le gouvernement sur ces positions qui ont été fermes par rapport aux nombreux manifestants? Pour les couples homosexuels. Donc voilà, concrètement, ma position sur le mariage pour tous, je l'ai dit, je suis favorable à l'union, mais de là à lier directement l'adoption, je pense que ça aurait pu se faire dans un deuxième volet qui aurait permis peut-être un peu plus de débat et un peu plus d'échange sur la question. Et sur cette question, c'est vrai que pourquoi pas aussi consulter le peuple français, ça aurait pu être très intéressant. Mais après voilà, ce sont des sujets de société, la Constitution nous interdit de faire de référendum là-dessus, donc je trouve aussi très hypocrite l'ancienne majorité, qui nous demande un référendum alors qu'elle-même a inscrit ce principe dans la Constitution, à savoir que sur des questions de société, aucun référendum n'était possible. Donc voilà. Mais la position du mouvement pour l'éveil national est différente de la mienne, donc, ce qui démontre aussi bien que je ne suis pas le mouvement, qu'il y a aussi d'autres personnes. Donc le mouvement s'est positionné en faveur du texte du mariage pour tous, tel qu'il a été présenté par le gouvernement. D'accord, très bien. Voilà, en même temps, c'est un sujet de société, donc on est en démocratie et on peut quand même se poser certaines questions par rapport à ces débats quand même. Voilà. Tout à fait, mais justement, si vous voulez, simplement pour rebondir là-dessus, comme vous l'avez dit, on est en démocratie et j'adresse un message quand même aux opposants qui, pour la plupart en ce moment, restent des extrémistes de droite très réacs. Donc c'est vraiment ceux qui prennent encore aujourd'hui la rue. Je tiens à leur dire que quand on dit voilà comment respecter son pays, quand on dit voilà respecter aussi les valeurs sur lesquelles il repose, il faut aussi savoir accepter le fonctionnement démocratique et le vote des élus. On a beau avoir je ne sais quel avis, on a beau penser qu'il y a eu une pression du gouvernement sur les parlementaires comme j'ai pu l'entendre, il n'empêche que voilà le texte a été voté et moi-même qui me suis posé un opposant, à partir du moment où le texte est voté, il ne faut pas revenir sur ce texte, c'est ce qu'entend faire l'UMP, dans le sens où on rediviserait une fois encore la société française dans un moment où on a besoin de rassembler. Un petit peu qui ont concerné l'actualité et également voilà, le décès de ce jeune militant d'extrême gauche qui a été quand même battu à mort. Je trouve que vraiment c'est une tragédie pour la France totalement, voilà, entièrement. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ça a pu vous apporter aussi quelques craintes en tant que justement voilà, jeune qui représente aussi un petit peu l'immigration et qui est très ambitieux et qui... Est-ce que ça vous fait peur, ce contexte sociétal? Vous savez, c'est pas que ça me fasse peur à proprement parler, c'est vraiment que c'est inquiétant. Quand vous voyez qu'on arrive à tabasser un jeune qui a des idées qui sont différentes des vôtres, je trouve ça totalement alarmant et ça va plus loin que tabasser quand même. Ce jeune aujourd'hui,
est décédé dans des conditions vraiment atroces et totalement inacceptables. J'ai déjà dit, c'est une ignominie sans nom. Et d'ailleurs, on a vu que la société française était largement réunie autour de ce sujet. Elle est quasiment unanime. Quand je dis quasiment, j'exclus bien évidemment les jeunesses nationalistes révolutionnaires, la promotion d'ailleurs que je dénonce qui a été faite de ces mouvements par de grands médias comme BFM, quand on invite M. Ayoub qui parle des extrémistes qui l'ont assassiné comme étant de pauvres personnes. Je veux dire, il y a un moment où il faut aussi arrêter de délirer, arrêter d'inviter ce genre de personnes. On m'a parlé de liberté d'expression, mais je pense qu'il y a certaines limites et qu'il y a un minimum de respect à avoir pour la famille. Et une fois encore, on se joint bien évidemment à la tristesse et la colère surtout de la famille, des amis de Clément Méric, qui étaient donc antifascistes. Il menait un combat vraiment noble que je respecte totalement. Mais malheureusement, voilà, vous avez de ces jeunes comme Clément Méric qui vont sur le terrain, qui cherchent le dialogue, et comme on a pu l'entendre par le responsable donc, de la fédération Antifa, si je ne me trompe pas, donc d'Île-de-France, qui disait voilà, nous cherchons non pas à tabasser nos adversaires et à les faire taire, mais on cherche simplement à débattre avec eux et à les convaincre. Et ça, c'est une vision des choses totalement respectable que certains antifans ne respectent pas. Mais on se rend compte qu'une grande majorité des antifascistes sont vraiment des personnes d'une force de conviction et qui font preuve d'un très grand respect. Et ça, une fois encore, c'est respectable. Et c'est vraiment malheureux de voir des affaires comme ça. Tout à fait. Vous êtes pour la dissolution de ces groupes, de ces groupes néo-nazis qui ont tout de skinhead quand même si ils veulent absolument qu'on leur enlève cette étiquette. Est-ce que vous prenez comme M. Mélenchon la dissolution de ces groupes? Donc clairement, donc au risque quand même de lancer pas mal de polémiques là-dessus, concernant, vous savez, la fameuse liberté d'expression, je pense que ces groupes néo-nazis, dont les cadres témoignent d'un certain respect, etc., il faut s'en méfier et il faut les dissoudre. Parce que vous savez, quand on va dans les rangs de ce genre de parti, c'est pas des gens aussi calmes que M. Ayoub, hein. Enfin, en tous les cas, c'est une belle carapace qu'il nous montre, que l'on a en face de nous. Vous prenez par exemple Marine Le Pen. On dit voilà que le parti a été dédiabolisé, mais je ne parle pas de Marine Le Pen comme étant, du Front National comme étant un parti néo-nazi, hein, loin de là. Mais quand vous allez dans les rangs du Front National, dans les manifestations, d'ailleurs le petit journal l'avait bien montré, on se rend compte qu'il y a encore certains nazillons qui se promènent et qui soutiennent Marine. Donc imaginez seulement dans les jeunesses nationalistes révolutionnaires, dans ce genre de groupuscules extrémistes totalement, enfin aux idées totalement nauséabondes. Vous savez, je vous invite par exemple à écouter une petite discussion que j'avais eue avec les jeunesses nationalistes, que j'ai enregistrée, qui est sur mon site, donc c'était une des responsables nationales, et vous verrez ô combien ça ne correspond en rien à nos valeurs républicaines. Et à partir du moment où ces partis sont anti-républicains, ils n'ont rien à faire sur la scène politique française. Liberté d'expression ou non. Donc pour moi, oui, dissolution totale de ces groupuscules n'est plus qu'une dissolution. Je dirais qu'il faut attaquer aussi par la justice, notamment les responsables de ces mouvements, dans le sens où dissoudre c'est bien beau, mais par la suite on peut se reformer en nommant un autre bureau et en toute discrétion, parce que les préfectures ne vont pas mener des enquêtes ou quoi. On déclare très très facilement des associations à caractère politique, et bon, après, pour être à proprement parler appelé parti politique, c'est autre chose. Mais oui, dissolution totale, et il faut combattre cette gangrène brune néo-nazie totalement nauséabonde. Très bien. Ismaël Boudiekada, vous avez surpris Jean-François Copé en lui disant en face qu'il avait un discours paternaliste. On a vu là aussi votre culot. En quoi pour vous Copé a un discours paternaliste, si je peux me permettre? Vous savez, quand vous allez en face d'un homme politique qui est quand même censé avoir un certain niveau de rhétorique, et que celui-ci voilà, vous répond, donc je vais vous réduire ça, j'ai plus d'expérience que toi, tu n'as rien à me dire, donc écoute et tais-toi, c'est totalement irrespectueux, dans le sens où M. Copé avait en face de lui un simple citoyen qui venait l'interpeller sur un sujet polémique qu'il avait lancé, autrement dit la fameuse affaire des pains au chocolat, et en 30 secondes, on lui a démontré que ce qu'il avait dit était totalement faux.
Donc vous savez, je pense qu'à un moment, quand vous voyez ce genre de personnes qui, parce que vous avez un âge inférieur à lui, je pourrais d'ailleurs être son fils, c'était clairement un discours paternaliste. C'est vrai que j'ai pu lui reprocher à 2 reprises, d'ailleurs France 3 n'a passé que ce passage, et dans ce passage on a l'impression que M. Copé sort une phrase intelligente. Autrement dit, si vous ne voulez pas de dialogue, il n'y en a pas et tant pis pour vous. On a l'impression d'avoir en face un jeune borné, alors que pour le coup c'est lui qui était borné et qui empêchait le dialogue dans le sens où il refusait de me répondre, on va dire de manière respectueuse et et d'égal à égal pour faire bref. Sur ce thème-là, est-ce qu'on peut vous demander si votre mouvement se rapproche plus du Parti socialiste et de la politique qui est menée par François Hollande, ou alors un petit peu plus de l'UMP? Est-ce qu'on peut vous poser cette question, même si on sait que vous souhaitez absolument avoir une étiquette apolitique? Quand vous dites sur ce thème-là, vous parlez du caractère paternaliste à l'UMP? Oui, par exemple, voilà, oui. D'accord, pour tout vous dire, vous savez, comme vous le savez, comme j'ai pu le dire sur mon site internet, je connais plusieurs personnalités du Parti socialiste, certains aujourd'hui ministres, et ce côté paternaliste est là, en fait, que ce soit au Parti socialiste ou à l'UMP. Et quand je dis à l'UMP, tout à l'heure je disais à l'UMP, bien évidemment ça ne concerne pas tout le monde, ce serait réducteur de dire cela, mais ça concerne une bonne partie des cadres, et c'est ça qui est malheureux. Vous savez, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui a plus d'expérience et qui s'en vante, j'ai envie de leur rappeler juste une chose, et j'espère que tout le monde s'accordera à le reconnaître. Aujourd'hui, est-ce ce qu'ils appellent ma non-expérience qui nous a menés dans la situation dans laquelle nous sommes, ou leur fameuse expérience qui nous a conduit à constater, à être spectateur de la montée du chômage, de la misère, de la précarité. Voilà, donc moi je préfère ne pas avoir d'expérience que d'avoir une expérience qui au final a fait ses preuves et qui est loin d'être glorieuse, quoi. Revenons un petit peu sur votre programme. Concernant l'éducation nationale, vous prenez l'autonomie des établissements, de tous les établissements, donc pas uniquement du supérieur. Comment comptez-vous vous y prendre, et est-ce que pour vous c'est la solution à apporter au système éducatif? Vous savez, déjà c'est autonomie dans quel sens? Comme j'ai dit, j'aspire en fait à mettre en place une espèce d'assemblée exceptionnelle, donc au sein de laquelle en fait les acteurs de l'éducation nationale auront pour mission d'élaborer une réforme profonde de notre système éducatif. Donc il y aura une première phase avec vraiment l'autonomie, l'innovation, on va dire, pédagogique, qui sera faite en fonction des professeurs. Et dans cette assemblée, il y aura un système d'imitation qui va se suivre. Vous savez, quand un prof viendra et dira voilà, moi j'ai fait ça et j'ai tel résultat qui s'en suivent, là déjà on commencera forcément à mettre de côté tout ce qui n'a pas fonctionné au niveau d'une classe. Parce que malheureusement aujourd'hui, on multiplie les réformes. Les réformes d'ailleurs qui sont montées par des acteurs qui ne font pas forcément partie du système éducatif et qui coûtent énormément. Vous savez, cette année je suis donc spectateur et acteur d'ailleurs du bac 2013. Ce qu'il faut savoir, c'est que tant les lycéens que les profs et les parents dénoncent une opacité juste inacceptable. C'est-à-dire qu'on est la génération cobaye. On nous a dit, donc quand je parle de génération cobaye, c'est vraiment la génération 95. On nous a dit à plusieurs reprises, on a dit aux professeurs, aux lycéens, aux parents, que le programme finalement n'était pas vraiment très réalisable, on va dire, pour tout le monde. Et pour autant, alors que le programme a été modifié pour l'année prochaine et largement allégé, on se rend compte que cette année, les lycéens seront interrogés sur l'intégralité du programme. Donc il y a quand même un gros problème à ce niveau-là. Et ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter de nous mettre tous les 10 ans une nouvelle réforme qui finalement se solde en échec, et on perd du temps et on perd aussi en prestige. Donc partant de ces principes, il faut aussi des acteurs du système éducatif.
Aussi, par exemple, pour aussi développer ce principe d'autonomie, on dit que les professeurs pourront dans les classes, en fait, vous savez, dites de non-examen, tout ce qui est 6e, 5e, etc., adapter leur méthode et leur programme, donc en fonction tant du niveau de leurs élèves que, justement, que leur... on va dire que du timing, en fait. Donc c'est vraiment... Apporter plus de liberté, en fait. Vous proposez d'apporter plus de liberté, finalement, aux instituts. Plus de liberté, avec quand même, et c'est logique, certains objectifs communs qui seront fixés par le ministère de l'Éducation nationale et qui se devront d'être atteints. Parce qu'aujourd'hui, ce que je dénonce, c'est l'effet anxiogène qui est d'ailleurs relevé par l'UNICEF. Vous savez que la France est 23e, sauf erreur, sur 24e au niveau donc, des résultats de son système éducatif. Et ça vient d'où? Ça vient de l'effet anxiogène de ce système. Et donc c'est pas possible. Aujourd'hui, l'élève a peur de la mauvaise note, a peur de ne pas réussir. Mais qu'est-ce que c'est une mauvaise note dans une vie? En soi, c'est pas grand-chose, mais on a tellement mis d'importance sur la fameuse note sur les copies que finalement, on pense qu'une mauvaise note, ça y est, ça remet tout en compte, ça remet tout en question, on va rater sa vie ou je ne sais quoi. Et c'est comme ça qu'il s'explique le décrochage. Quand vous allez à l'école et que vous savez que vous allez vraiment y apprendre des choses, que les acteurs qui sont présents en face de vous sont là pour vous pousser vers le haut et non pas pour vous pointer du doigt quand vous avez des difficultés. La mine de rien, c'est quand même motivant de savoir que vous allez aller 4 heures sur une chaise pour ne pas citer ce cours en philo, sans aucune interaction en fonction des profs, et que finalement, vous gobez le délire du prof qui est en face de vous, et vous sortez du cours, vous en savez pas plus. Donc voilà, il y a aussi plusieurs problèmes à corriger à ce niveau-ci, et on espère vraiment pouvoir mener à bien, ou en tous les cas, ne serait-ce qu'influencer l'exécutif sur ces propositions, dans le sens où M. Payon d'ailleurs a eu l'audace d'y croire, mon livre dans lequel on peut lire notamment ce que je propose pour l'éducation nationale. Très bien. Par rapport à l'éducation nationale, est-ce que vous ne pensez pas, vous avez dit voilà, que du coup les élèves étaient dans la peur de la mauvaise note, voilà, de la peur de l'école, la peur de l'échec. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui on arrive aussi à un stade où les instituts ont peur? Les instituts ont peur des parents d'élèves, les instituts ont peur des élèves, qui ont pris une place dans l'école qui est très, très, très présente. Est-ce que ce n'est pas un petit peu inquiétant aussi, cette atmosphère au sein des écoles? Vous savez, quand on voit aussi des professeurs s'immoler, entre autres, on se rend compte qu'effectivement, il y a un grand désarroi aussi dans le milieu. Mais c'est pas du fort. On voit des professeurs s'immoler, se suicider dans leurs établissements. Ça témoigne bien du mal-être qu'il y a dans la profession. C'est dû à plusieurs choses, notamment aussi au peu de considération qu'avaient les gouvernements de droite principalement, de l'éducation nationale. Après, à côté de ça, je ne pense pas vraiment que ce soit une peur des parents, même s'il est vrai, certains parents aujourd'hui osent remettre en question le professionnalisme de certains professeurs. Il y a, je pense, des cas dans toute profession, mais de là à généraliser et à remettre en cause la profession et aussi, on va dire, le pouvoir et l'autorité du professeur, c'est aussi un gros problème. Donc par contre, ces principes, oui, il y a aussi ce côté... on voit clairement que les professeurs sont de moins en moins à l'aise. D'ailleurs, il y a, ne serait-ce que quand je parlais de considération, on se rend compte que même le gouvernement socialiste veut aujourd'hui diminuer le salaire des enseignants débutants. Donc il y a un moment où il faut arrêter, où il faut vraiment revaloriser le système éducatif et redonner à la profession de professeur tout son prestige. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a perdu au fil du temps, et ne serait-ce que renforcer également la sécurité dans les établissements scolaires. En Franche-Comté, nous avons des élèves qui rentrent avec des couteaux dans les classes, donc qui bien évidemment s'ensuit conseil de discipline, etc. Vous avez en région parisienne des règlements de compte au sein même des établissements, donc sans pour autant en arriver à certaines disciplines dans les établissements scolaires. Très bien.
On a parlé des jeunes, on a parlé de l'immigration, on a parlé un peu de votre parcours. Et il y a une chose qui fait pas partie de votre programme et pourtant c'est une vraie question pour la France de demain. Euh, on vit de plus en plus longtemps. On a la génération du baby boom qui devient aujourd'hui les papy boomers et ils sont très nombreux. En 2050, ils représenteront presque 40% de la population française. Est-ce que vous avez prévu des choses innovantes sur ce champ-là, sachant qu'il va falloir donc assurer pour les retraites tout en redynamisant une économie qui est vraiment à bout de souffle. Qu'allons-nous faire des papis de demain, de nos papis et mamies de demain? Comment allons-nous prendre en charge leur retraite, leur handicap, leur dépendance parce que je pense que chacun a le droit de vivre jusqu'au bout le plus dignement possible. Comment vous vous positionnez par rapport à ça, en tant que jeune, très jeune? Donc vous savez, enfin, on est totalement d'accord là-dessus, mais il y a quand même une réforme économique qui est proposée sur le site du Mouven, qui est le revenu de base. Parce qu'aujourd'hui, quel problème découle du vieillissement de la population? Comme vous l'avez dit, c'est le financement de notre système de retraite principalement. Donc le revenu de base permet d'y répondre dans le sens où nous revisitons en fait à la fois ce modèle social qui, nous venant en fait d'une période de plein emploi, est à bout de souffle. Si on serait encore au plein emploi, ça se saurait, donc forcément il y a des problèmes de financement des retraites. Mais aussi, au niveau européen, j'ai pu développer plusieurs propositions sur l'intergénérationnel avec ces fameuses cités où on mélangerait étudiants et personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la place du senior dans la société, on va dire, a besoin d'être redorée, dans le sens où les jeunes ont vraiment besoin du savoir tant recherché des seniors, et les seniors ont besoin aussi de l'énergie des jeunes, parfois de leur aide, etc. Donc vous savez, par exemple, quand je parlais des cités intergénérationnelles, un étudiant aujourd'hui qui commence dans la vie active enfin, qui va commencer dans la vie active, qui va se confronter au marché de l'emploi, il n'a pas forcément des milliers et des cents pour commencer, pour pouvoir se payer un logement digne, etc. Quand vous avez en parallèle des personnes âgées qui vivent toutes seules. Donc concernant la dépendance, concernant l'intergénérationnel, c'est aussi des pistes à développer, donc le développement de ces cités intergénérationnelles et le rapport entre les différentes générations. Donc on va dire au conflit de générations, on privilégie, on va dire, la coopération. Donc certes, donc, la réforme de notre modèle social est largement exposée sur le site du Mouvement pour l'éveil national, et donc fait, on va dire, un lien avec le système des retraites et le vieillissement de la population. Mais tout ce qui est cette partie, donc intergénérationnelle et vieillissement de manière générale, pourquoi on ne publie pas tout ça maintenant? Déjà parce que nous allons avoir un projet à défendre pendant ces élections européennes, donc le projet viendra d'ici peu, et que d'autre part, il faut savoir qu'en 2 ans, on a développé les 3 principales parties du programme et on prend vraiment notre temps pour le faire. C'est-à-dire notre temps dans le sens où on va à la rencontre des acteurs sociaux, des associations, des différentes personnalités au niveau économique notamment, pour gagner en crédibilité. Parce que vous savez, déjà comme vous l'avez dit, je suis jeune, on nous attend au tournant. Donc même si les idées sont là, si vous m'interrogez sur ce genre de sujet, je saurais vous répondre parce que bien évidemment les axes majeurs sont là, mais il y a aussi le côté financement qu'on doit travailler. Et le projet du mouvement, ça a été voté, ne sera pas publié tant que tout n'aura pas eu, on va dire, son financement. Parce que proposer, comme le fait François Hollande, comme le fait Nicolas Sarkozy, c'est bien beau, mais si finalement on propose et qu'on n'a pas d'argent, eh ben, je suis désolé, mais on ne peut pas le faire. Donc pourquoi donner de fausses illusions aux gens si demain on n'arrive pas à mettre en place ce qu'on leur propose, quoi. Oui, tout à fait. Très bien, écoutez, je crois qu'on peut en finir peut-être sur cette note-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour demain, pour dans 5 ans, pour dans 10 ans comme réussite? Vous aspirez à quoi? Vous aspirez à quel projet? Alors vous savez, bon déjà là je suis pour, on va dire déjà pour l'année prochaine, ce qu'on peut me souhaiter c'est déjà bon, une bonne campagne parce que c'est vrai que je suis en pleine double campagne, à la fois pour les élections donc, municipales à Besançon et pour les élections européennes dans la circonscription Grand Est. Donc il y a déjà ça, réussir à mener une bonne campagne humaine et pas aucunement une campagne qui reposera sur l'argent.
Et sinon, mes projets personnels, c'est vrai qu'à un moment, il n'y a encore pas très longtemps, je visais le haut fonctionnariat. Cependant, en ce moment, je me redirige vers une licence AES assez internationale, etc. C'est vrai que les sujets économiques m'intéressent particulièrement, donc travailler dans ce secteur, je ne sais pas encore dans quoi. Si c'est le haut fonctionnariat, très bien, mais il faut aussi se méfier, je pense très fortement, du formatage, on va dire, de ces grandes écoles, et pas rentrer dans un moule que moi-même je dénonce. Donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter, voilà, c'est de réussir au niveau professionnel, au niveau politique, dans le sens où, voilà, comme je l'ai dit, je suis en campagne, mais ça ne s'arrête pas en 2014, ce sera aussi 2017 avec les législatives, et pas présidentielle, comme j'ai pu le lire plusieurs fois sur Internet. Ouais. Voilà, donc Un on verra jour, comment ça marche. un jour peut-être les présidentielles? Très sincèrement, je pense que ce serait vraiment un grand manque d'humilité que d'aspirer à être président de la République à mon âge. Mais si un jour le mouvement se développe ou quoi, c'est pas impossible qu'on présente un candidat. Et ça se fera de manière très démocratique. Ça peut être moi, comme ça peut être le vice-président Jean-Marie Grassi, ça peut être voilà, les responsables départementaux ou régionaux. On ne sait pas, mais on fera ça de manière totalement démocratique. Et je peux d'ores et déjà vous dire que pour 2017, on est en train, donc quand je dis on, c'est 150 petits partis politiques ou associations plutôt qui se développent, on va dire, plutôt pas mal. J'ai décidé de les contacter pour organiser, donc ce sera vraiment inédit, ce sera vraiment aussi une première, une espèce de primaire citoyenne pour les indépendants. Donc ça peut vraiment être un projet très intéressant s'il est mené à bien. Et donc on verra ce que ça donne, mais je suis très confiant pour la suite. Parce que c'est vrai que même si on n'aspire pas à être président de la République, les élections présidentielles nous permettent d'avoir une certaine vitrine médiatique qui est essentielle. On va pas se mentir, c'est pas question de notoriété ou quoi. C'est vraiment pour influencer l'exécutif, il faut aussi cette pression médiatique qui leur tombe dessus. Et si c'est une des manières, eh ben on le fera avec grand plaisir. Très bien. Bah, écoutez Ismaël, on vous souhaite, toute l'équipe de Libre Expression vous souhaite du coup de poursuivre dans vos actions et on espère voilà, vous suivre un petit peu de loin. On vous remercie pour le temps que vous nous avez accordé cet après-midi et puis voilà, à très bientôt. Merci. Merci, à bientôt.